Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale RSM. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, et qui ne connaissent pas notre format et qui nous rejoignent pour la première fois, les matinales RSM, ce sont des webinaires, que l'on vous propose les vendredis matins et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents et larges domaines d'expertise de RSM, que ce soit social, fiscal, financier ou encore RH. Et cette semaine, on se retrouve avec une thématique spéciale sur la facturation électronique, PME, pardon, comment s'y préparer. Pour ce qui est de nos intervenants, donc ce matin, on a Mathilde Jounot, donc, qui est associée expertise comptable, et Mathias Crotreau, qui est associé conseil. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité parce que nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est également un réseau qui est présent à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise et de conseil. Je laisse la parole maintenant à nos intervenants de ce matin pour dérouler le sommaire et décrypter les enjeux présentés ce matin. Merci Manon pour l'introduction. Donc au programme du webinaire, nous allons vous présenter rapidement donc le contexte et les enjeux de la réforme. Beaucoup de webinaires ont déjà été animés sur le sujet, donc l'idée étant c'est de vous rappeler les grands principes. La deuxième thématique étant se mettre en conformité et par où commencer, comment faire pour justement vous en tant que TPE et PME pour vous mettre en conformité. Ensuite, on aura une partie sur RSM, comment on vous accompagne et quelle offre de valeur à destination de nos clients. Et enfin, les points clés à retenir de ce webinaire. Donc en termes de contexte et d'enjeux, on voudrait vous rappeler effectivement le planning de la réforme qui est toujours identique aux dernières publications, à savoir une obligation de recevoir les factures pour vous en tant que PME, TPE au 1er septembre 2026, puisque l'ensemble des grandes entreprises et des ETI auront l'obligation d'émettre à cette date-là. En revanche, vous serez dans une période de transition puisque vous aurez l'obligation au plus tard d'envoyer vos factures au format électronique à partir du 1er septembre 2027. Sachant que c'est une date d'échéance, vous avez la possibilité, bien évidemment, de pouvoir démarrer dès le 1er septembre 2026 pour l'envoi de vos factures si vous êtes prêt, si vous le souhaitez. À date, juste en termes de rappel, donc la réforme n'est toujours pas terminée puisqu'il y a encore des travaux qui sont réalisés. Les dernières spécifications externes ont été publiées fin décembre dernier et depuis début janvier, il y a l'AFNOR qui a mis en place une commission pour pouvoir justement finaliser les contours de la réforme. En juin, on a effectivement l'annuaire centralisé qui va être en format pilote où les PDP vont pouvoir justement se connecter dessus. Et enfin, l'autre jalon que l'on peut aussi citer, c'est que les PDP sont aujourd'hui immatriculés de manière provisoire et le lancement des audits est prévu sur le 3e trimestre de cette année. Au niveau des grands principes, alors la slide est assez chargée, mais au moins comme vous aurez les slides à l'issue, hein, du webinaire, l'idée c'est pas de redescendre l'ensemble des grands principes, mais ce qu'il faut retenir sur cette slide-là étant des 3 éléments, à savoir le e-invoicing qui concerne en fait les transactions entre sociétés françaises assujetties à TVA, le e-reporting des transactions qui concernent toutes les autres opérations, donc les opérations avec des particuliers, avec des non assujettis ou avec l'Europe ou en dehors de l'Europe. Et enfin, le 3e élément étant le e-reporting des paiements qui concerne, lui, la déclaration des flux d'encaissement, en fonction, justement, si vous n'avez pas opté pour les débits, si vous êtes assujetti à la TVA sur les encaissements et décaissements. Donc ça, c'est vraiment ces 3 éléments-là qu'il faudra faire au moment du démarrage de la réforme. En termes de format, donc on a des formats qui sont structurés et mis à disposition et publiés justement sur le site des impôts. Donc au niveau du invoicing, on est vraiment sur un format de facture avec 3 formats possibles, UBL, C2I et FactureX.
Dans ce format de facture, on a 34 mentions qui sont obligatoires d'un point de vue fiscal. Ensuite, on a sur la partie e-reporting des données de transaction, on va avoir 2 typologies de formats. Le format pour le B2C, notamment pour tout ce qui est restaurateur, où on va avoir un format agrégé par jour et par taux de TVA. Donc, on n'aura pas du détail de l'ensemble des transactions unitaires. C'est vraiment par jour et par taux de TVA. En revanche, pour les opérations qui sont avec l'étranger, avec des sociétés donc étrangères, on aura donc là un format détaillé du e-reporting qui se rapproche du e-invoicing. Donc là, on aura vraiment l'ensemble des champs d'un point de vue unitaire. Et enfin, la partie e-reporting des données de paiement, là, c'est en l'occurrence, comme je vous le disais, la liste des paiements reçus en indiquant justement le numéro. La fréquence, je ne vais pas revenir en détail sur la partie fréquence, sachant que ce qu'il faut retenir, c'est que la fréquence d'envoi dépend de votre régime de TVA de l'entité juridique. Et donc, on peut voir qu'effectivement, il y a différentes fréquences et au maximum, la fréquence est sur la franchise en TVA où vous avez un envoi bimestriel qui est du coup tous les 2 mois à minima à envoyer à l'État. Et donc, un autre aspect de la réforme, c'est la gestion des cas d'usage. Donc, on en entend beaucoup parler dans les différents webinaires. On a aujourd'hui 36 cas d'usage qui ont été identifiés par la DGFiP, qui vont être mis à jour par l'AFNOR courant juin. Donc, dans ces cas d'usage, ça va être des facturations spécifiques où on sort du cadre uniquement un acheteur, un vendeur. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir dans certains secteurs où on facture un client et le tiers qui va payer la facture va être différent. Donc demain, dans un contexte de réforme de facturation électronique, il va être nécessaire d'identifier les différents tiers qui interviennent sur la facture. Donc on peut avoir aussi le cas de l'affacturage, où dès lors que la factureur doit être identifié sur la facture, il va falloir qu'il soit identifié spécifiquement sur la facturation électronique. On a aujourd'hui l'acompte aussi, sur lequel on a un certain nombre d'outils qui n'étaient pas forcément déjà en conformité par rapport à la réglementation actuelle. Donc, il faut s'assurer que l'outil soit en capacité d'émettre une facture d'acompte. Mais aussi, la différence demain avec un contexte de facturation électronique, c'est que dès lors qu'on va faire une facture finale après acompte, il va falloir identifier la référence à facture antérieure. On a aussi le cas des notes de frais, où, compte tenu de la réforme, il va y avoir une adaptation du processus de notes de frais où il va falloir s'assurer que toutes les notes de frais soient bien au nom du salarié et ne soient plus au nom de l'entreprise, qui passera pour le cas échéant dans un e-invoicing. Et on a aussi des spécificités liées à des seuils sur les notes de frais. Ces cas d'usage, il est important de bien les identifier par rapport à son secteur et au contexte de l'entreprise, parce qu'ils vont avoir un impact sur les outils de facturation, mais aussi demain sur vos process. Et aussi, on a d'autres cas d'usage qui peuvent ne pas être identifiés par la DGFiP et qui ne seront pas dans la nouvelle version qui va être communiquée par l'AFNOR, qui vont être là des cas qui sont spécifiques, qu'il va falloir adapter le process. Donc, on a notamment tout le sujet des notes de débit, des notes de crédit qui ne sont pas concernés par la réforme, mais qui vont nécessiter des adaptations de process parce que historiquement, dans certains secteurs, on enregistrait la note de débit plutôt qu'émettre un document comptable et fiscal. On peut avoir aussi le sujet des bons d'achat, des intercos, des écritures automatiques d'intercompagnie ou également la gestion des multi-établissements. Donc là, c'est juste des exemples qu'on vous a mentionnés, mais donc il est important de bien se poser la question de toutes les spécificités de facturation que l'on a, à la fois sur notre facturation client et à la fois sur notre facturation fournisseur, pour anticiper la réforme et aussi s'aligner avec ces parties prenantes sur l'adaptation qu'on va avoir de process à faire. Et ensuite, on a un dernier sujet qui est la gestion du cycle de vie. Donc, au-delà même de l'émission des différents flux que vous a présenté Mathilde, donc que ce soit sur le e-invoicing et le e-reporting, il va être nécessaire d'apporter des statuts obligatoires. Et il y a des statuts facultatifs qui sont recommandés en partie par la DGFiP. Donc, on va avoir notamment le statut qui va être de dépôt de la facture quand on émet une facture client, mais aussi des rejets, donc la notion de rejet technique. Si on fait le parallèle avec certains autres pays européens, notamment l'Italie, on a un certain volume de rejets techniques qui est en place même un certain nombre d'années après le lancement de la réforme. Donc, il va falloir s'habituer à avoir ces rejets techniques qui peuvent être liés à des mentions manquantes ou des anomalies d'outils de facturation. Donc, il va falloir se mettre en capacité de les gérer. Et ensuite, on va avoir des statuts qui vont être vraiment liés au cycle de vie de la facture. Donc, la possibilité de refuser une facture avec des motifs qui sont précisés dans les spécifications,
ou demain, dès lors qu'on a une entité qui est erronée ou bien un numéro de commande qui est manquant, on aura la capacité de refuser la facture, et donc ce qui permettra de ne pas l'enregistrer comptablement. Mais donc, ça aura aussi un impact de l'autre côté dès lors qu'on émettra de la facturation client. Et après, on a le statut encaissé qui est très important. C'est dès lors qu'on est sur la TVA sur encaissement, on va devoir remonter les statuts d'encaissement, comme vous l'a présenté tout à l'heure Mathilde sur le e-reporting des règlements. Et donc, qui va avoir un impact process qui peut être assez important si vous êtes sur la TVA sur encaissement. Si on est sur l'option sur les débits, ce statut n'est pas obligatoire. Et donc là, juste pour peut-être précision, donc c'est ces fameux statuts rejetés, déposés que je vous ai évoqués. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est on a 4 statuts obligatoires. Les facultatifs, ils pourront être vus dans un second temps. Donc, c'est rejeté, déposé, refusé et encaissé. Encaissé uniquement sur la TVA sur encaissement. Et là, ce qui est important peut-être en complément, c'est au niveau justement, là, vous voyez que tout à gauche, il y a écrit vendeur et il y a la PDP donc de l'émetteur de la facture. Et là, en fait, ce qui va être structurant, c'est cette notion de rejeté puisqu'il faudra que votre format, justement d'envoi de votre facture sur la PDP soit correct. Sinon, elle sera rejetée. Si elle est rejetée, elle ne pourra pas être réceptionnée par votre client et donc ne pas être, elle pourra pas être encaissée, si vous êtes, sur des paiements, sur facture. Donc c'est vraiment, un point qui nous semblait important de remettre en évidence. Et pour que ça soit très pratico-pratique, c'est que par exemple, le numéro de bon de commande, demain, dans un format facturation électronique, il est dans un champ spécifique. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus le mettre comme on le mettait historiquement dans un champ commentaire ou un autre endroit où on avait la place de le mettre sur l'outil de facturation. Demain, il faudra vraiment que ça soit renseigné dans le numéro de commande. Et un certain nombre de vos clients, si vous avez des grandes entreprises en face, mettront peut-être des contrôles bloquants où il y aura des rejets automatiques dès lors que le numéro de bon de commande sera pas présent. Donc, les enjeux pour les TPE, PME aujourd'hui, donc il y a un enjeu outil, comme là on l'a évoqué à plusieurs reprises, donc sur son outil de facturation, mais aussi sur la PDP. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous est sursollicité par plein d'acteurs. Aujourd'hui, on a 90 acteurs qui ont une accréditation provisoire. C'est pas encore une accréditation définitive, donc faut être vigilant parce qu'il y aura toute une phase de testing et d'audit que ces éditeurs vont devoir avoir, et aussi des distributeurs de ces PDP qui peuvent être très différents. Aujourd'hui, on a des banques, on a des distributeurs imprimantes qui vont sur le marché, donc bien être vigilant sur les discours qui vont vous être apportés, sur le choix de la PDP, mais aussi sur les modalités, notamment sur l'inscription à l'annuaire. Demain, chaque TPE, PME devra venir renseigner sur le portail de l'administration ou via la PDP, l'annuaire, c'est-à-dire quels sont les éléments qui sont attendus par l'administration pour recevoir vos factures. Donc, le deuxième point, c'est vos outils de facturation. Donc, émettre une facture de vente au bon format structuré. Donc, on parle vraiment pas d'un format PDF. On est l'équivalent, pour schématiser, d'un fichier Excel avec 400 champs qu'il va falloir renseigner avec des données qui vont dans le bon champ. Donc, ça, c'est vos éditeurs de facturation qui vont vous accompagner sur le sujet et qui doivent normalement se mettre en conformité. La capacité de votre logiciel de caisse à émettre le e-reporting des transactions. Donc, on est sur des formats agrégés. Donc, si votre logiciel de caisse est à jour et répond aux normes, normalement, il va être en mesure de transmettre les éléments via un ticket Z pour faire ce e-reporting. Fiabiliser la base de données clients. Donc, c'est le cas dans toutes les entreprises, que ce soit même les grandes entreprises. Aujourd'hui, les données clients sont pas toujours d'une bonne qualité. On le sait sur les TPE, PME, on n'a pas forcément cette culture de bien renseigner toujours les sirènes parce qu'on envoyait une facture avant tout à une adresse postale ou à une adresse mail. Là, il va falloir vraiment que vous renseigniez bien tous les sirènes dans votre base de données pour que demain, elles puissent bien être transmises auprès de votre client et à l'administration. Sinon, on rentrera dans le cadre du rejet qu'on a vu tout à l'heure. Si le sirène n'est pas renseigné, elle ne pourra pas être transmise. Donc, vraiment fiabiliser votre base de données client. Ça, c'est un travail qui peut être initié dès maintenant et qu'il est important désormais de l'intégrer auprès des équipes. Dès lors qu'on renseigne un nouveau client, on renseigne le sirène obligatoirement. Et ensuite, garantir l'interopérabilité. Donc, c'est vraiment garantir que l'ensemble des outils que vous avez, on va y revenir de manière plus détaillée, peuvent communiquer ensemble pour pas que vous ayez de la ressaisie à faire, parce que demain, la ressaisie d'une facture de vente dans une PDP va être assez lourde. Donc, il faut s'assurer que ça puisse être transmis de manière automatique.
Et c'est aussi une réforme fiscale, donc il faut s'assurer que toutes les mentions obligatoires sur les factures émises sont bien renseignées. Ça, c'est un vrai changement aujourd'hui par rapport au process existant, dans le sens où les factures étaient regardées en cas de contrôle fiscal et c'était très rarement, ça pouvait être assez rarement le cas sur les TPE-PME. Demain, ça va être contrôlé en live, c'est-à-dire que dès lors que donc vous allez facturer votre client, l'administration va avoir connaissance de l'ensemble des éléments. Donc, il faut s'assurer que toutes les mentions soient bien présentes, notamment dès lors qu'on a des spécificités de TVA, ou que ce soit sur la nature du flux, mais aussi sur potentiellement, est-ce qu'on est dans le cadre d'une opération avec de l'étranger ou le client n'est pas en France. Adapter les mentions au cas d'usage, donc on l'a évoqué, on a un 36 cas d'usage, vous avez des spécificités, s'assurer que demain, votre outil est bien capable de gérer ces spécificités. Et tout ça pour finir, où on a en objectif final d'avoir un projet commun à l'échelle européenne qui s'appelle VIDA, qui permettra de transmettre tous les flux intracommunautaires dans un schéma de réforme facturation électronique. Alors, chaque pays a pris son projet avec son propre système, mais demain, tout ça va devoir converger dans un système unique à l'échelle européenne. Et pour finir, c'est pas qu'un sujet IT et fiscal, c'est aussi un sujet process. Donc, il faut bien définir les rôles et responsabilités que vous allez avoir en interne au sein de votre entreprise, mais aussi avec votre expert comptable, avec une répartition des tâches qui est à construire avec l'expert comptable. Et mettre en place la gestion des rejets, donc notamment dans cette répartition des tâches, on peut aussi l'appréhender avec l'expert comptable, c'est comment demain on va traiter les rejets. Et les réduire aussi au maximum, c'est-à-dire que l'objectif, c'est dès lors qu'on a un rejet, de venir corriger la source pour pas qu'il ne se reproduise. Et donc ça peut être fait en accord avec les différentes personnes que vous avez au sein de votre entreprise, mais aussi avec votre expert comptable qui peut vous aider sur le sujet. Mathias, nous avons quelques questions dans le chat. Je propose d'en prendre quelques-unes pour pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Donc effectivement, n'hésitez pas, on n'a pas forcément précisé, n'hésitez pas à poser vos questions pour que ce soit dynamique. Donc je commence. Bonjour, serait-il possible d'avoir la liste des 36 cas d'usage avec la présentation? Alors, on a fait le choix effectivement de ne pas le mettre en annexe les 36 cas puisque, aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est bien ça, il va y avoir une nouvelle publication de ces cas d'usage puisque la dernière publication date de juin 2024 et donc de ce fait, il y a encore les notions de la PPF telle qu'elle était avant, le changement qui a été opéré en novembre où finalement, en termes de scope fonctionnel, la PPF va faire beaucoup moins. Donc là, en l'occurrence, peut-être qu'on refera un webinaire dédié sur la partie cas d'usage pour entrer un peu plus dans le détail. Mais en tout cas, je vous recommande d'aller et de veiller sur le site des impôts à la publication à venir. Et on est en train de revoir cette adaptation au niveau de l'AFNOR, donc ça va sortir là courant juin. C'est ça. Ensuite, Charlotte, bonjour. Si la facture est rejetée, cela veut dire qu'il faudra nécessairement faire un avoir, puis une nouvelle facture avec un nouveau numéro de facture. Alors effectivement, si la facture est rejetée, il faudra effectivement émettre un avoir interne pour pouvoir réémettre une nouvelle facture. Faudra faire attention parce qu'il y a certaines PDP qui vont et qui proposent dans leur service de mettre à jour, des données, dans la PDP directement pour éviter de faire un avoir et une nouvelle facture. Nous, c'est ce qu'on ne recommande pas parce que si vous, modifiez manuellement à chaque fois, la donnée qui ne va pas bien dans la PDP, ça veut dire que vous aurez toujours du traitement manuel. Donc il faudra effectivement modifier la source d'information qui n'est pas correcte pour pouvoir avoir un process qui soit beaucoup plus fluide ensuite. Cécile, bonjour. Si je facture uniquement en Europe, comment, se fera l'envoi comme maintenant par mail? Alors effectivement, la question elle est arrivée juste avant que tu parles, Mathias, du projet VIDA. Donc in fine, avec la réforme de ce qui est fait en France, vous continuerez effectivement à l'envoyer par mail, votre facture. Vous serez dans l'obligation d'émettre un e-reporting des transactions pour ces factures émises en Europe et à échéance 2030-2035, il y aura effectivement, l'obligation d'envoyer vos factures en format électronique entre pays européens. Et juste peut-être le point de vigilance là-dessus, c'est que certes, on devra l'envoyer, on devra toujours l'envoyer par mail. Par contre, on aura la nécessité de faire un e-reporting dessus. Donc, il y a une vraie question, est-ce qu'on l'envoie par mail ou est-ce qu'on le fait transiter quand même par la PDP qu'elle l'envoie par mail pour que du coup, elle ait toutes les données pour les transmettre auprès de l'administration? Exactement.
J'en prends encore une autre. Alors, Talia: «Pour bien préparer notre base de données clients, est-il possible d'avoir aussi la liste de tous les éléments dont on aura besoin?» Alors là-dessus, il y a effectivement un format socle de données, de base, sauf que comme l'indiquait Mathias, dans les cas d'usage, il y a une nécessité justement de vraiment de comparer ces cas d'usage et quels sont les cas d'usage qui sont applicables à la société, puisque effectivement, dans les cas d'usage, il va y avoir des mentions complémentaires à avoir dans vos factures. Donc il n'y a pas une évidence et un cadre bien spécifique. Donc là, il y a vraiment une analyse un peu plus, en profondeur à faire là-dessus. Et peut-être ensuite sur la la question de Florent, donc est-il possible d'avoir une PDP sur la réception et l'émission qui est différente? Oui, c'est tout à fait envisageable. On peut même avoir deux PDP sur la partie émission. Ça, c'est en fonction vraiment de l'architecture de chaque entreprise et de ses outils actuels, ce que ces éditeurs peuvent proposer et du sens que ça peut avoir. Et alors, je prends une dernière question et après on va continuer. Donc Rémi, bonjour. Nous avons souvent des clients divers qui viennent chez nous, paiement en CB et repartent avec leurs factures. Il faudra également leur demander leur SIRET. Exactement Rémi, c'est vraiment l'enjeu. À partir du moment où vous avez une activité, vous avez du «public» entre guillemets, enfin voilà, vous êtes sur du retail et vous avez des particuliers, des professionnels qui viennent, sur place et qui payent en CB que vous dans vos bases de données, vous n'avez pas d'identification individuelle du client professionnel. Il faut effectivement faire évoluer cela et votre process pour, créer votre client en amont dans le logiciel parce qu'il sera éligible au invoicing. Et je prends la dernière de Marianne Ah, il y en a sur j'avoue, il y en a des est-ce que c'est et donc sur des PME qui seraient soumises à du SOX, donc qui est une réglementation américaine, oui, effectivement, on a des PDP qui sont SOC 1, SOC 2. Donc c'est toute l'importance quand vous avez des spécifiés comme celle-là de bien choisir sa PDP parce que toutes ne le font pas, mais il y a certains acteurs qui ont déjà ces certifications. Donc on va passer sur la partie se mettre en conformité. Comment, par où commencer? Alors nous, dans notre approche, nous on distingue toujours, le flux entrant, donc c'est-à-dire les factures fournisseurs et l'analyse ensuite sur le flux sortant, donc vos factures clients parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, approches sur les 2 et on n'a pas forcément les mêmes enjeux non plus. Donc au niveau du flux entrant, nous on part du principe que généralement et depuis une dizaine d'années sur, justement les PME et les TPE, généralement, on a des outils de dématérialisation qui ont déjà été mis en place puisque c'est des projets qui, enfin voilà, la dématérialisation des processus date d'il y a voilà une dizaine d'années. Donc nous, on est vraiment dans une logique où, la première question, c'est: «Est-ce que j'ai un outil de dématérialisation de mes factures fournisseurs?» La première possibilité étant, j'ai l'outil de dématérialisation que mon cabinet d'expertise comptable m'a mis à disposition. La question qu'il faut se poser, c'est savoir si est-ce que le workflow de validation, donc votre processus de validation, il est simple parce qu'il vous a juste mis un dépôt, de vos factures dans le à disposition et donc votre workflow de validation, vous le faites, en interne et sans avoir justement l'outil du cabinet qui vous permet d'avoir un workflow et soit vous êtes dans la situation où vous avez un workflow de validation qui est complexe et là, vous avez besoin d'avoir justement une PDP qui vous permettra justement d'intégrer ce workflow, complexe. La deuxième option étant, l'outil de dématérialisation de l'entreprise. Donc si c'est vous qui vous êtes doté d'une PDP pardon, d'un outil de dématérialisation et qui est déjà en place, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre outil actuel, il est immatriculé de manière provisoire? S'il est déjà immatriculé de manière provisoire, vous pouvez vous dire déjà et que votre outil fonctionne et que vous êtes satisfait. Là, dans ces cas-là, vous êtes quand même plutôt bien dans la progression et dans votre échéance au 1er septembre 2026. Il faudra effectivement s'assurer que, votre outil, PDP, provisoire soit bien immatriculé de manière définitive parce que dans les 90, tous ne seront pas immatriculés dès le 1er septembre 2026. L'autre option, c'est que l'outil ne l'est pas et donc dans ces cas-là, il va falloir effectivement choisir, une PDP, qui permettra, de réceptionner le flux entrant.
Et la dernière catégorie, c'est si vous êtes, si vous n'avez pas encore d'outil de dématérialisation et vous êtes complètement full papier, sur votre processus, de facturation. Et donc là, on retrouve en fait un peu la même logique de savoir en termes de workflow de validation. Donc, votre, vos validations de factures fournisseurs, est-ce qu'il est simple ou complexe? Je rappelle que simple, c'est, peu d'acteurs viennent, valider vos factures. Et donc lorsqu'on est dans une TPE, en général, vous êtes seul à valider vos factures. Ou lorsqu'on est sur une PME un peu plus importante, on a potentiellement plusieurs services qui viennent, justement valider votre facture. Et donc vous allez avoir des besoins fonctionnels différents. En termes d'exemple d'architecture, il nous semblait important de vous rappeler, les différentes, possibilités que vous pouvez avoir au sein de votre processus et de votre structuration d'outils. Alors c'est vraiment, équivalent si vous êtes sur une comptabilité qui est internalisée ou une comptabilité qui est externalisée auprès de votre cabinet. Donc on peut voir en option 1 en haut à gauche, donc soit vous avez, l'architecture où vous avez l'outil comptable du cabinet ou votre ERP qui peut être un ERP de type Sage qui sont dans la course justement et qui sont déjà immatriculés de manière, provisoire. Et donc là, en l'occurrence, vous avez un outil totalement intégré, puisque, vous allez pouvoir gérer votre flux entrant directement via l'outil, comptable, qui soit chez votre expert comptable ou qui soit, chez vous. La deuxième option, c'est, d'avoir un outil comptable, donc qui est en bas, un outil comptable qui n'est pas immatriculé, justement, PDP. Mais pour autant, vous avez votre outil de dématérialisation qui l'est. Et donc là, en l'occurrence, vous aurez dans votre flux entrant les factures fournisseurs qui arriveront dans l'outil de dématérialisation, slash la PDP qui sera immatriculée PDP, et donc les flux de factures qui seront intégrés dans l'outil comptable. Et là, on va commencer à voir effectivement, comme le disait Mathias, dans vos enjeux, c'est la capacité de vos outils à s'interfacer, puisque comme on a effectivement la notion de rejet qui est important d'avoir, parce que lorsque vous allez réceptionner vos factures, la notion de rejet, je suis pas d'accord avec la facture parce qu'il y a un problème dans, la dénomination de mon entité juridique, ben, c'est dans la PDP qu'il faudra rejeter la facture. Option 3, donc qui est tout à droite. Là, vous avez une structuration où potentiellement vous pouvez avoir des flux, un outil métier en plus. Et donc là, vous pouvez avoir notamment lorsqu'on a, des TPE ou des PME qui gèrent des stocks et qui ont, en plus de leur outil comptable, un outil métier complémentaire pour le suivi de leur stock. Et en l'occurrence, vous pouvez avoir en amont un outil de dématérialisation slash PDP qui réceptionnera vos factures, et il y aura du coup un circuit qui ira de l'outil dématérialisation vers l'outil métier vers l'outil comptable, voire pour les, frais généraux, de l'outil de dématérialisation directement à l'outil comptable. Donc en fonction vraiment de votre activité et de votre structuration, que vous soyez internalisé, votre comptabilité soit internalisée ou externalisée, de ce fait, vous allez avoir différents scénarios possibles. Il faut vraiment vous poser sur les scénarios et le lien entre, les différentes questions qu'il faut se poser et par rapport justement à vos liens entre les outils. Alors je vous fais du live puisque je vois que Mathias, nous a quittés, doit avoir des petits problèmes de connexion, mais je vais continuer. Je vais prendre les questions. Je vais juste vérifier s'il y en a qui se concernent effectivement la partie, entrante. Alors bonjour, donc ça c'est Charlène. Bonjour Charlène. L'immatriculation est française ou européenne? Si l'outil de dématérialisation a été mis en place au niveau groupe, ensuite dans mon cas, peut-on vérifier l'immatriculation provisoire en France? Alors l'immatriculation qui est donnée quand on parle de PDP immatriculée de manière provisoire, c'est bien en France qu'elle est immatriculée et non pas au niveau européen. En revanche, on a certains acteurs qui sont immatriculés en France, qui sont aussi également immatriculés au niveau de certains pays en Europe. La particularité au niveau du projet VIDA, c'est qu'on ne va pas avoir une immatriculation comme c'est fait aujourd'hui. VIDA, ils ont pris comme option de prendre un protocole, uniforme qui s'appelle PEPPOL. Pour le coup, on a, une, trentaine de PDP immatriculés provisoires en France qui sont déjà compliance PEPPOL. Donc en fait, il va falloir, pour ceux qui ont des flux justement et des groupes européens, regarder si un, elle est immatriculée en France, et de 2, si elle a la compliance PEPPOL.
Ensuite, au niveau du flux sortant. Donc au niveau du flux sortant, on va aussi avoir, quelques questions à se poser, et notamment quelles sont, la question principale qu'il faut se poser, c'est: où sont émises vos factures? Avec quel outil et de quelle manière? Au niveau donc on a pareil 3 options, soit vous utilisez aujourd'hui l'outil de facturation de votre du cabinet, hein, vous êtes un cabinet d'expertise comptable. La question qu'il faut se poser au même titre qu'au niveau du flux entrant lorsque votre cabinet vous met à disposition un outil, est-ce qu'il est immatriculé PDP ou non? Hem, Parce que s'il est matriculé PDP, ça veut dire qu'il va falloir suivre son immatriculation définitive, alors que s'il ne l'est pas du tout, il va falloir effectivement plutôt faire un changement. Au niveau, si vous avez un outil de facturation, au sein de votre entreprise, hein, qui est déployé par vous, pareil, en fait, même question. Est-ce que l'outil, pardon, de facturation, il est immatriculé de manière provisoire ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et pareillement, s'il ne l'est pas, il va falloir justement faire, un choix pour s'assurer qu'il le sera demain. Et enfin, on a encore aujourd'hui beaucoup, de PME et de TPE qui, n'ont pas d'outils de facturation, et donc on peut citer justement tout le pack office Word et Excel, où là, demain, il va falloir vraiment vous doter effectivement d'un outil vous permettant qui sera accrédité, permettant d'émettre vos factures au format attendu. Sachant que là, ce qu'il faut avoir un peu comme distinction, c'est savoir si les factures que vous émettez, elles sont plutôt simples et vous êtes sur la prestation de service avec peu de cas d'usage, ou est-ce que vous êtes sur une émission de facture plutôt complexe avec, différents cas de figure possibles et des détails, de facture importantes. Et donc en fonction de cela, c'est ces questions-là qu'il faut vraiment vous poser pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite. En termes d'architecture au niveau du sortant, on peut avoir comme pour l'entrant différentes architectures possibles. Soit on est sur l'option 1, donc là on va retrouver, un peu le parallèle de ce que l'on avait sur le flux entrant avec l'outil comptable, et donc soit l'ERP si on est toujours, hein, sur du Sage qui est, à immatriculé de manière, qui sera immatriculé. Donc là on a Sage, Penny Lane qui sont, justement dans la course, hein, pour être, immatriculés, PDP de manière définitive. L'option 2, on va avoir, l'outil comptable qui va envoyer les flux à votre outil de facturation qui sera immatriculé PDP, puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir tout intégré dans l'outil, comptable. Et l'option 3 où là on a, l'outil de facturation qui n'est pas PDP, mais pour le coup vous ne souhaitez pas le changer parce que vous avez tous vos paramètres et cetera, et vous pouvez justement effectivement vous doter d'une PDP complémentaire juste pour pouvoir faire l'envoi et réaliser, tout le sujet de la gestion des rejets via la PDP. Vos flux du coup se déversent bien évidemment comme toujours dans l'outil comptable. Mathias, je te propose qu'on puisse, prendre quelques questions puisqu'il y en a quelques-unes qui se Oui. sont affichées. Donc, il y avait une question de Pascal sur le invoicing va être généré automatiquement par les éditeurs de logiciels. Donc, je pense qu'on y a répondu. C'est-à-dire que tous ne vont pas le faire. Donc, il faut vraiment se renseigner sur son éditeur. Est-ce qu'il est en capacité de le faire? Mais même, est-ce que vous êtes sur la bonne version? Aujourd'hui, on le voit dans un certain nombre de TPE, PME, c'est les outils qui ont été pris il y a 5, 10 ans et qui ne sont pas forcément sur les dernières versions. Donc, pour pouvoir disposer du invoicing, ça peut nécessiter aussi des montées de version. Et et dans le cas du renseignement manuel, c'est vrai qu'on l'a pas mis, on a toujours la possibilité de venir renseigner manuellement une facture sur certaines PDP. Après, c'est assez chronophage, c'est-à-dire qu'il faut avoir un volume très faible. Pour ceux qui connaissaient Chorus, dès lors qu'on facturait des collectivités, c'était déjà assez lourd et ça le sera encore plus demain, dès lors qu'on devra passer par un flux invoicing qu'on viendra saisir à la main. Dans les autres questions, alors sur le mode de facturation. Aujourd'hui, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que si vous êtes sur des éditeurs intégrés, il y a des fois des forfaits qui sont prévus. Donc, c'est-à-dire que le surcoût de la PDP va être assez faible. Après, sur des nouvelles briques, sur notamment la démat, le prix, c'est plutôt au prix à la facture. C'est pas un prix de mise en place. Si, il y a un prix de mise en place, mais qui est pas si conséquent que ça. Le prix qui va être le plus conséquent, c'est que vous allez devoir payer facture par facture. Et donc, on va être aux alentours de entre 30 centimes et un peu plus d'1 € la facture en fonction des volumes que vous pouvez avoir. Et on a certaines PDP, notamment ceux qui sont intégrés en outil comptable. Même il y en a certains
qui disent que la partie PDP en tant que telle ne sera pas payante et voilà, donc on a un peu de tout, donc soyez aussi vigilants, là-dessus. Et si vous êtes déjà un outil de démat, ça peut être conclu dans votre offre de base potentiellement. Et de même sur certains outils comme Sage, qui prévoit un forfait minimum, ou Pennylane, sur la partie sortante et entrante. Je vous propose qu'on passe sur l'accompagnement que RSM peut vous offrir. Donc, sur l'accompagnement que l'on peut offrir au niveau de RSM, on va avoir si on a un outil de dématérialisation qui est offert par le cabinet, si on a déjà un workflow qui est en place, qui est simple, ça va être un accompagnement standard. Dès lors qu'on va avoir des workflows de validation complexes, on va avoir un accompagnement avancé parce qu'il va falloir étudier comment on va adapter, notamment lié au cycle de vie, le workflow de validation. Workflow de validation veut dire, peut-être pour précision, Mathilde, je ne sais plus si tu l'as dit, mais c'est vraiment les différentes étapes et les rôles et responsabilités qu'on va avoir sur l'approbation de la facture et le bon à payer qu'on va poser sur chaque facture. Si on est sur un outil de démat que vous avez pris en interne par ailleurs, si l'outil est déjà immatriculé PDP provisoirement, on n'a pas d'accompagnement nécessaire. Si l'outil n'est pas PDP, là, il y a un accompagnement avancé parce qu'il va falloir se poser la question, est-ce qu'on met une PDP en amont de cet outil de dématérialisation ou est-ce qu'on change cet outil de dématérialisation pour avoir un seul outil qui fasse l'ensemble des fonctionnalités, que ce soit démat et PDP. Et si on n'a aucun outil, là, c'est un accompagnement standard sur le workflow, si le workflow de validation est simple, parce que dans les solutions pré-packagées qu'on pourra vous proposer, on aura cette capacité à vous proposer un workflow simple. Ou si on est sur un workflow complexe avec beaucoup d'intervenants sur le process de validation, là, on aura un accompagnement avancé parce qu'il faudra définir avec vous comment ça va se matérialiser demain dans l'outil, quelles sont les étapes, quels sont les seuils et quelles sont les personnes qui vont devoir valider chaque facture. Et sur le sortant, on va avoir la première catégorie où on est sur un outil de facturation qu'on propose déjà à nos clients, où l'outil est immatriculé PDP provisoire. Donc là, on aura un accompagnement qui sera standard. Et sur l'outil qui ne l'est pas, là, il faudra aller un petit peu plus loin pour définir quel sera l'outil que vous aurez besoin demain. Si vous avez un outil que vous avez mis en place en interne, de la même manière, si l'outil est immatriculé provisoirement, il faut quand même étudier la capacité de l'outil demain à faire de la facturation électronique. Et s'il ne l'est pas, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on vient mettre une PDP en surcouche comme on vous l'a présenté tout à l'heure en architecture, ou est-ce qu'on a un changement d'outil qui est nécessaire? Aucun outil de facturation. Donc, si on est sur de la facturation simple de prestat de service, ça va rentrer dans notre accompagnement standard parce qu'on a des solutions qu'on vous propose qui seront en capacité de le faire. Si on est sur des factures complexes, de la même manière, va falloir avoir un accompagnement un peu plus avancé parce qu'il va falloir se poser la question de quel outil vous avez besoin selon telle et telle spécificité. Et donc, il va falloir faire un choix de solution qui soit le plus approprié à votre secteur et à votre entreprise. Donc, Alors, sur les offres, ouais, vas-y. Rapidement, effectivement, sur les offres, donc l'accompagnement standard, nous avons défini, nous, chez RSM, une architecture d'outils qui est clé en main et qui permettra justement de répondre à vos différents besoins standards. Ensuite, dans ce cas-là, on aura quand même une analyse de la revue justement des cas d'usage et des cas d'usage, des mentions sur vos factures et des process qu'il faudra peut-être adapter lorsque vous avez des cas d'usage un peu spécifiques. Parce que même sur de la TPE et PME, à partir du moment où on a des activités particulières, il faudra justement les adapter. Sur l'accompagnement intermédiaire, je rappelle, hein, c'est lorsque vous avez déjà des PDP qui sont immatriculés de manière provisoire dans votre soit sur l'outil de dématérialisation ou soit sur l'outil de facturation. Et en l'occurrence, il y a quand même des questions à se poser sur le flux sortant de vos cas d'usage, de vos mentions sur les factures et de vos process aussi associés. Et enfin, l'accompagnement avancé, c'est lorsque vous êtes sur une organisation un peu plus complexe avec que ce soit sur l'entrant avec du workflow complexe ou sur le sortant avec justement des outils particuliers. Là, en l'occurrence, on fait tout notre accompagnement avancé avec le diagnostic de l'existant, la définition de la cible, l'aide au choix de la PDP, etc.
Alors là, je passe rapidement, c'est juste pour vous montrer qu'il y a effectivement différentes équipes, qui en fonction justement de l'accompagnement standard, intermédiaire et avancé, qui vont être mobilisées, sur ces dossiers-là, par rapport à leurs compétences, que ce soit en expertise comptable, en facturation électronique ou des expertises en IT pour la gestion des interfaces. Je passe rapidement aussi là-dessus. Nous, chez RSM, on s'est structuré au niveau régional, avec des références sur la facturation électronique par région. Donc là, on vous les a listés, si besoin. Et je passe la main à Mathias sur la partie les points clés à retenir de ce webinaire sur comment se préparer pour vous PME et TPE. Donc, les points clés à retenir, c'est vraiment 3 briques. Comme tout au long de la présentation, c'est vraiment un sujet qui est à la fois outil, fiscal et organisationnel. Donc, il va toucher quand même tous les départements ou toutes les interlocuteurs que vous avez au sein de votre entreprise, ou toutes vos équipes dans le cadre d'une TPE. Sur la partie outils, il faut vraiment adapter les outils avec les cas d'usage. C'est-à-dire que les outils, même s'ils sont PDP, ils vont proposer un standard facturation électronique, donc FactureX, des différents formats qui sont permis par la réforme. Mais il faut s'assurer que tous les cas d'usage soient bien couverts à vos spécificités. Donc, que l'outil soit en capacité de gérer, par exemple, la facturation avec un tiers qui est différent de celui qui est facturé, ou qu'il soit capable de gérer de l'acompte si vous avez de l'acompte dans votre activité. S'assurer que la version de l'ERP ou de l'outil de facturation permet bien de prendre en charge le module de facturation électronique proposé par l'éditeur. Donc, notamment, il y avait une question sur Sedge dans le chat. Il faut s'assurer qu'on est sur la bonne version de Sedge et qu'elle soit compatible avec Sedge Network qui va être proposé par l'éditeur. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les couches supplémentaires pour adresser la PDP sont des versions web. Un certain nombre de solutions historiques qui ont une dizaine d'années étaient plutôt sur des versions installées en client lourd, c'est-à-dire installées sur votre PC, et elles ne sont pas toutes compatibles avec cette petite brique supplémentaire qui est en version web. Donc, il faut bien s'assurer qu'on est à jour, et donc ça, n'hésitez pas à demander à vos éditeurs ou bien à vos intégrateurs s'ils seront en capacité de vous mettre à disposition le module facturation électronique. Et pour finir, challenger le choix de la PDP. Aujourd'hui, on a des prestataires qui sont très agressifs sur les PDP, que ce soit les éditeurs, mais aussi les banques, les distributeurs d'imprimantes qui se sont mis sur ce marché-là. Donc, vraiment mettre en perspective à chaque fois le choix de cette PDP par rapport à votre architecture, votre contexte et vos problématiques. En plus de ça, on a le risque sur les accréditations provisoires d'avoir certaines qui n'est pas une accréditation définitive parce que la marche à franchir est quand même assez haute. Donc, ça nécessite d'avoir une certaine structuration pour les éditeurs pour être en capacité d'aller jusqu'au bout de la certification PDP. Donc, bien challenger le choix et voir la maturité. Et surtout, la meilleure question à poser, c'est quelles sont les références que vous avez de vos clients qui sont déjà sur une solution qui est en place ou bien qui ont déjà signé avec vous. Ça vous permet aussi, vous, de vous rassurer avec des retours d'expérience d'autres de leurs clients. L'aspect fiscal, où il faut bien identifier les spécificités de son secteur, que ce soit en termes de flux, on l'a évoqué tout à l'heure déjà sur le multi-tiers, mais aussi en termes de TVA. La réforme va avoir, et avant tout, une réforme qui va servir à l'administration pour faire de l'autodéclaration de TVA. Donc, on va avoir des enjeux sur de la TVA sur marge, le prorata de TVA, ou des taux réduits qu'il faut bien identifier. Se renseigner sur les modalités de déclaration et mandat de déclaration annuaire de la PDP. Donc ça, c'est à voir avec votre PDP, mais surtout avec votre expert comptable, quelle va être la répartition des rôles sur le sujet. Et pour finir, s'aligner sur la fréquence d'intervention de l'expert comptable et sur vos équipes comptables pour la mise à jour de la comptabilité, à minima qui devrait être fait tous les mois avec la nécessité de renvoyer des flux en quotidien auprès de l'administration dès lors qu'on émet de la facturation sur le invoicing. Et pour finir, ne pas sous-estimer l'impact organisationnel, où il faut bien redéfinir les rôles et responsabilités entre les différents acteurs, que ce soit la compta, mais aussi potentiellement les personnes qui gèrent les achats, les personnes qui gèrent la facturation client, où demain, ça va faire évoluer les process et que tout le monde soit bien conscient de la réforme et des impacts qu'elle peut avoir. Merci Mathias.
Merci Mathias. Je vois qu'il nous reste 1 minute. Voilà, donc on arrive au terme, hein, de cette présentation. Nous vous remercions pour votre attention. Patricia, je vois que vous il y a effectivement une question. Devons-nous attendre la liste définitive des PDP pour faire son choix de PDP? Non, surtout pas, ne faites pas ça. Il faut juste surtout bien identifier votre, contractuellement que la PDP s'engage avec, justement toute une notion de réversibilité, d'indemnisation si elle n'est pas définitivement acteurs qui sont très costauds. Il faut juste faire attention à certains acteurs qui sont dans la liste, qui ne sont pas vraiment costauds et qui risquent de ne le pas l'être au 1er septembre 26. Les immatriculations définitives, elles vont être tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'au 31 août, on va avoir des immatriculations définitives pour un démarrage 1er septembre 2026. Donc ne surtout pas attendre. Et en plus de ça, il y aura un goulot d'étranglement de la part des éditeurs, là sur le 2e semestre 2025 et le 1er semestre 2026. Et du coup, ça reprend un peu la question là de Laurent qui voulait savoir justement, quand est-ce qu'on aura la liste définitive? On aura la liste définitive une fois que les PDP auront lancé leurs audits avec les cabinets de conseil externes qui vont émettre des rapports et c'est lorsqu'ils auront le rapport qu'ils pourront l'envoyer à Bercy pour dire: «Bah, voilà, j'ai eu mon rapport d'audit du cabinet qui est certifié pour pouvoir le faire». Et donc ça, en fait, on va avoir une liste qui va être au fur et à mesure. Alors Philippe, je vois qu'il y a comment le savoir du coup? Je vais pas contacter les 90 PDP. Oui, effectivement, vous n'avez pas contacté les 90 PDP, mais aujourd'hui, si vous avez un expert comptable, l'expert comptable peut vous accompagner sur ces sujets-là. Si ce n'est pas le cas, il faut aussi se tourner vers vos éditeurs intégrateurs et rencontrer plusieurs prestataires qui sont en capacité de vous accompagner sur le sujet. Aujourd'hui, on a des prestataires très solides et c'est vrai que c'est pas confortable d'avoir cette accréditation provisoire et pas définitive, mais c'est lié au calendrier de la réforme et de l'administration. Eh bien, je pense on pourrait répondre à toutes les autres questions, mais en tout cas, on arrive au terme, hein, Manon, je Oui. me remets à toi, au terme de ce webinaire. Exactement. Merci, Mathilde et Mathias pour la clarté de votre présentation et de votre, décryptage. Merci à tous les participants également. Effectivement, vous avez répondu à beaucoup de questions, et malheureusement, on peut pas toutes les prendre, mais merci beaucoup. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire, à très bientôt pour une prochaine matinale. Merci.